Autodestruction. Le type au casque jaune me faisait de grands signes pour que je le rejoigne. Son visage était noir de crasse et il ne semblait pas prendre plaisir à me guider dans les galeries. Il fit une moue désabusée lorsque je le rejoignis enfin. Il m'attira vers un petit ascenseur qui plongeait à pic dans les profondeurs du sol. Nous y embarquâmes tous les deux. Celui-ci était très étroit et il semblait des plus fragiles. L'homme actionna un levier, un crissement de métal rouillé retentit, puis l'ascenseur se mit en branle et commença sa descente. J'osai quelques mots à l'homme au casque jaune, afin d'obtenir quelques informations sur ce que nous allions découvrir en bas. Mais il se montra parfaitement ignorant à mon égard. Il faisait sombre dans cet habitacle. Seules les veilleuses du tableau de commande restaient toujours allumées. Sinon, il fallait attendre de passer près d'une lanterne, qui éclairait la galerie verticale à intervalles réguliers. Plus nous descendions, plus les bruits de la mine retentissaient sous nos pieds. On pouvait même ressentir le grondement de la terre dû aux machines qui la martelaient. Puis nous fûmes en bas. Aussitôt, mes oreilles furent agressées. Dans les profondeurs de la mine régnait un vacarme assourdissant. Je discernais le rugissement des moteurs, le crissement de l'acier, le sifflement des soupapes, les vibrations de la roche. Le tout s'harmonisant en une effroyable cacophonie. L'homme au casque jaune me lança une phrase que je ne pus entendre, mais je fis mine de l'avoir comprise, et je lui emboîtai le pas. La vie était rare dans les mines. Nous ne croisions que très peu d'hommes. Ceux-ci étaient tantôt affairés à la manipulation d'un véhicule ou d'une machine, ou alors réparaient-ils un moteur enrayé. En ces lieux, la majorité des choses semblaient très bien fonctionner sans l'homme. La mine était très grande, mais malgré cela, il était difficile d'y circuler. Elle était bien trop encombrée. Il fallait avancer de profil pour passer entre deux gros conteneurs, se baisser pour passer sous une conduite d'aération qui vous balançait un souffle chaud putride lorsqu'elle était percée, ou encore zigzaguer entre les foreuses endommagées ou cassées. Enfin, nous quittions ce dédale d'acier, de machines, de mécanismes et de rouilles, pour nous enfoncer dans le cœur de la mine, l'objet de la présence de l'homme dans ses grandes profondeurs. L'homme au casque jaune m'intima d'enfiler une combinaison de protection ainsi qu'un masque à oxygène, ce que je fis. Puis nous pénétrâmes par une épaisse porte dans le cœur. Malgré le casque, je sentis une odeur âcre attaquer mon nez. Le type qui m'accompagnait me dit que je finirais par m'y habituer. J'eus du mal à le croire. Pourtant, l'odeur disparut de mon esprit la seconde suivante, quand je levai les yeux. Tout autour, la grotte était gigantesque, et aucune lumière humaine n'éclairait l'endroit. Toutefois, l'espace était lumineux. C'était la première fois de ma vie que je voyais une aussi grande quantité de pierres d'étoiles. Ces pierres, si banales à la lumière du jour, devenaient de vrais joyaux rayonnants dans l'obscurité. Leur teinte allait du blanc jusqu'au violet, en passant par le bleu et le mauve. Elles étaient de taille et de formes diverses, et les filons étaient extrêmement rares. De plus, elles étaient difficiles à extraire. Les pierres d'étoiles étaient hors de prix, et même la communauté scientifique ne possédait pas assez de ressources pour pouvoir en acheter afin de les étudier. Seuls les plus riches archontes de cette planète pouvaient se les offrir, afin qu'elles ornent les murs et les sculptures de leur palais. Heureusement pour moi, grâce à un ami bien placé dans la société minière, je bénéficiais de la primeur de la découverte incroyable qui m'attendait encore. Mon acolyte et moi-même continuions de descendre dans la mine, en équilibre sur de maigres corniches et éclairés par les lumières bleutées et violacées des pierres.
je pus observer la méthode d'extraction des roches. Cela se faisait uniquement avec des machines, dont les moteurs se trouvaient dans l'endroit bruyant que j'avais traversé un peu plus tôt. Les bras de la machine s'approchaient lentement de la pierre à extraire. À l'extrémité de ceux-ci, un forêt tournait très vite et entamait une découpe précise autour du joyau. Petit à petit, le forêt se faisait plus mince et plus précis, jusqu'à obtenir une découpe parfaite de la roche. En observant cela de près, je me rendis compte qu'aucun homme ne pourrait réaliser ce travail, qui demandait une extrême précision. D'ailleurs, le plus souvent, même la machine échouait. Il suffisait que le forêt touche, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la partie rutilante, et la pierre tombait en morceaux, perdant ainsi toute sa faculté de brillance, et donc toute sa valeur. La descente fut longue. Je m'arrêtais souvent pour observer les splendeurs de cet endroit, notant dans un carnet le plus d'informations possible. Cela agaça profondément l'homme au casque jaune, qui lui ne semblait pas goûter au plaisir de la vue. Ce que je remarquais le plus, chez les pierres d'étoile, c'était leur faculté d'autodestruction. À peine leur surface était-elle touchée ou altérée qu'elles s'effondraient sur elles-mêmes, emportant une partie de la roche banale qui les entourait. Si le phénomène était étudié et compris, cela pourrait amener à la création d'une arme dévastatrice. Et je priais pour être le seul à avoir eu cette idée. Afin de contrecarrer cette autodestruction, une fois que la pierre était extraite de la roche, elle tombait dans l'eau. Et j'ignore la nature de la réaction chimique, mais la pierre ne pouvait plus s'annihiler ensuite. Après de longues minutes de marche, nous arrivâmes enfin à l'endroit de la découverte. Au détour d'une excroissance rocheuse, la lumière s'intensifia, à en devenir presque aveuglante. L'éclat des autres pierres devint alors dérisoire. Il fallut un temps à mes yeux pour s'adapter à la nouvelle luminosité. Une fois fait, je découvris qu'il y avait de l'agitation en ces lieux, et tous regardaient dans la même direction. Devant nous s'élevait la plus grosse pierre d'étoile jamais découverte. Un monolithe monstrueux, qui s'élevait à plus de 20 mètres au-dessus de nos têtes et qui s'étalait sur une largeur indéfinie, et il plongeait dans le sol, prisonnier et entouré de roches banales. Cette pierre d'étoile était d'une splendeur sans nom, brillante comme toutes les autres à la fois, et sa lumière hérissait les parois de la caverne de reflets bleutés et violacés. Quand je pus enfin détourner les yeux, je remarquai que mon ami de la société minière était là, mais qu'il était accompagné. 2 archontes l'entouraient. Je les reconnus à leurs vêtements, de grandes toges amples aux motifs variés, serties de pierreries et de métaux précieux. De longues mains élégantes, aux ongles longs, arboraient bagues et bracelets imposants. Enfin, leur haut crâne maintenait une couronne extravagante en oxy doré, le métal le plus précieux de cette planète. Tous deux débattaient de la manière la plus pratique afin d'extraire l'imposant joyau. Je voulus intervenir, mais mon ami me fit signe de ne rien en faire lorsqu'il vit que je m'avançais. Il s'approcha de moi et me fit comprendre que l'exclusivité dont il avait essayé de me faire bénéficier venait de s'envoler, qu'aucune possibilité me serait octroyée afin d'étudier l'endroit, et que les 2 archontes en présence venaient de racheter la mine. Je rassemblai mes esprits afin de digérer la mauvaise nouvelle. Moi qui étais venu de très loin pour voir ce joyau, je devrais rentrer bredouille. Avant de partir, j'avertis tout de même mon ami sur la dangerosité d'extraire une telle pierre, en lui parlant de leur capacité d'autodestruction. Il fit mine de comprendre, mais m'indiqua que rien n'arrêterait la soif de pierre d'étoile des archontes. Je fus alors guidé à l'extérieur de la mine par l'homme au casque jaune, qui semblait encore plus énervé qu'à l'aller. Quelques heures plus tard, je montais dans la navette pour mon voyage retour.
Une fois de retour sur la station scientifique, je découvrais les images de la planète que je venais de quitter. Celle-ci s'était fissurée avant d'imploser, ne laissant qu'un champ de débris sans intérêt.